La porte métallique de la salle d'exécution claqua derrière Madison Rivera, son trousseau de clés figé en plein balancement. Elle s'arrêta net en apercevant le berger allemand dans le box numéro 12. Ce chien ne se recroquevillait pas comme les autres condamnés à mort. Il restait parfaitement immobile, ses yeux ambrés fixés sur la porte, comme s'il attendait quelqu'un qui ne viendrait jamais. Il n'y avait pas de résignation dans ce regard, c'était de la foi. Les autres chiens gémissaient, tournaient en rond. Mais ce silence, cette immobilité de l'animal nommé Diesel, faisait trembler les mains de Madison, lui rappelait la dernière lettre de son fils, Luis, déployé à Ramadi. « Maman, si un jour il m'arrive quelque chose, sache que non, je n'étais pas seul. On ne laisse jamais personne derrière. » L'horloge au-dessus du box avançait inexorablement vers l'aube de l'exécution. Il restait 63 heures et 14 minutes. « Faites-le passer en priorité lundi matin », murmura-t-elle dans le couloir désert, sa voix brisée par un goût de trahison. Qui Diesel attendait-il dans ces dernières heures? Et pourquoi Madison avait-elle cette certitude glaçante que quelqu'un viendrait? Laissez un j'aime si cette histoire vous a touché et dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, ainsi que la ville d'où vous nous regardez. Maintenant, reprenons l'histoire. Le centre de réhabilitation canine du comté de Redstone s'étalait comme une cicatrice de béton au cœur du désert du Nouveau-Mexique. Des clôtures en mailles surmontées de barbelés scintillaient sous le soleil d'août. Madison Rivera dirigeait ce centre depuis 12 ans. Depuis le retour du cercueil recouvert du drapeau, et jamais elle ne s'était habituée à cette odeur. Mélange d'angoisse animale, de produits désinfectants industriels, et d'une chose qu'aucun produit ne pouvait masquer, la mort imminente. Le dossier de Diesel était ouvert sur son bureau. Chaque page racontait un parcours de loyauté et de sacrifice. Chien de travail militaire, K9, tir 721, nom de code Diesel, 8 ans. 3 missions en Afghanistan aux côtés des forces spéciales. Une surdité partielle causée par une explosion artisanale, des cicatrices sur le museau après avoir sorti son maître inconscient d'un véhicule en feu. 37 vies sauvées. Et aujourd'hui, 3 incidents dans ce centre, 3 alertes qui scellaient son sort selon la loi stricte de l'État du Nouveau-Mexique sur les chiens classés dangereux. Mais ce que le dossier ne disait pas, Madison le savait. Diesel n'avait pas attaqué au hasard. Chaque incident suivait le même schéma. Un geste ambigu, un objet dissimulé, une tension que son entraînement lui avait appris à reconnaître. Le dernier en date concernait l'adjoint William Trent. Officiellement, une agression injustifiée. Mais Madison avait visionné les images de la caméra de sécurité. Trent s'était agité avec insistance autour de sa poche, celle où l'on trouverait plus tard. Non qu'il prétendait avoir été arraché par le chien. Pour Diesel, la guerre n'était jamais terminée. Elle l'avait suivi dans chaque geste suspect, chaque main cachée, chaque menace latente envers ceux qu'il protégeait. Et lundi matin, le docteur Charles Mendez pousserait une aiguille dans sa veine. Et toute cette loyauté, cet instinct de protection, toute cette rage muette de sauver les autres, s'éteindrait. Le téléphone vibra. Encore une association de secours qui refusait de prendre Diesel. Trop agressif, trop risqué. 23 refus en 3 jours. Madison regarda par la fenêtre. Le crépuscule s'étendait sur les enclos. Diesel n'avait pas bougé. Toujours cette posture fixe, presque religieuse. Il refusait de manger depuis 2 jours. Se contentait de boire juste assez pour ne pas tomber. Ce n'était pas de la dépression. Madison connaissait les signes. C'était autre chose. Il attendait. Le docteur Mendez frappa et entra sans attendre de réponse. Sa blouse blanche froissée, le visage creusé par l'épuisement. 45 ans. Et les traces de chaque animal qu'il n'avait pas pu sauver autour des yeux. Madison, à propos de Diesel, lundi matin, comme prévu, elle ne leva pas les yeux. « Ce n'est pas ce que je voulais dire, » reprit-il. Il passa une main dans ses cheveux. « Il y a quelque chose à propos de l'adjoint Trent. Une raison pour laquelle Diesel aurait pu... »« Cela ne change plus rien, » coupa-t-elle. « Ça devrait. » Sa voix se fit plus basse. « J'ai dû euthanasier 4 chiens ces derniers mois. Tous avaient été formés à la détection de stupéfiants. Tous ont mordu des officiers qui se sont révélés impliqués dans des affaires douteuses. Madison planta enfin ses yeux dans les siens. Ce que tu insinues, sans preuve, ne change rien. Diesel meurt lundi. Mais lorsque le vétérinaire quitta la pièce, elle sortit son téléphone personnel. Et elle appela un numéro qu'elle n'avait jamais eu le courage de composer. Une dernière tentative, avant que le lever de soleil du lundi n'emporte un soldat de plus. L'attaque avait eu lieu un jeudi après-midi, alors que l'air brûlait le bitume jusqu'à le faire miroiter comme un lac.
L'adjoint William Trent s'était porté volontaire pour participer à l'exercice d'évaluation des chiens K9. Une simulation basique, obéissance et vigilance, avec quelques observateurs derrière une clôture. Diesel avait obéi à tous les signaux malgré sa surdité partielle, exécutant chaque ordre avec la précision d'un soldat aguerri. Puis Tran s'était approché du maître chien pour lui serrer la main, sa main droite tendue pendant que la gauche glissait vers sa poche cargo. Diesel avait réagi instantanément, une masse de muscles formée au combat s'élançant à travers les 6 mètres qui les séparaient. Ses crocs avaient saisi le poignet gauche de Tran, le faisant tomber au sol. Dans la lutte, la poche s'était déchirée, laissant tomber un téléphone, des clés et un petit sachet en plastique, que Tran avait aussitôt tenté de glisser sous un banc. « Retirez-le! Retirez ce monstre !» hurlait-il, sa main libre, s'approchant dangereusement de son arme de service. Le maître chien avait donné l'ordre de relâche. Diesel avait obéi, reculant mais se plaçant entre Tran et les civils derrière la grille. Le sang coulait, mais les blessures étaient superficielles. Diesel avait mordu pour neutraliser, pas pour blesser. « Cet animal est fou! Je veux qu'il soit euthanasié !» criait Tran. Mais Madison avait vu les yeux de Diesel à ce moment-là. Pas de rage, pas de peur, seulement cette certitude froide, ce même regard que Louise décrivait dans ses lettres lorsque Diesel flairait un engin piégé avant même que les soldats n'en aient conscience. Diesel n'avait pas attaqué, il avait agi, alerté, protégé, prévenir, comme il avait été formé à le faire. Lorsque le shérif arriva, le sachet plastique avait disparu, et la version de Tran était déjà solidement établie. Caméra en panne ce matin-là, témoignage contradictoire. Et Tran, avec son sourire facile et son dossier irréprochable, fut cru. Une réunion d'urgence se tint le soir même dans la salle de conférence exiguë du centre. 5 membres du conseil, 3 responsables du comté, un vétérinaire, un avocat. Madison se battit seul pour Diesel. « C'est sa 3e infraction ?» dit sans lever les yeux une superviseure du comté. La politique est claire. La première, c'était lors d'un braquage de supérette, où Diesel a neutralisé un suspect armé jusqu'à l'arrivée de la police. La seconde, il a protégé un enfant lors d'une situation de violence domestique. L'homme a été acquitté, coupa-t-on. Acquitté ne veut pas dire innocent, répliqua Madison à cran. Diesel n'est pas un chien d'attaque, il est formé à la protection. 37 vies sauvées, une étoile de bronze. Ce qu'il mérite n'a rien à voir ici, répondit froidement l'un des juristes. Ce qui compte, c'est la sécurité publique. Le docteur Mendez baissa les yeux. Le chien présente des comportements problématiques, dit-il d'une voix lasse. Madison le fixa, trahi. Quelques heures plus tôt, il lui avait dit l'inverse. Qu'aucune agressivité gratuite n'avait été constatée. Mais face à la pression, il s'effondra. L'euthanasie est programmée sous 72 heures, conclut-on. Madison resta seul, le regard perdu sur le dossier de Diesel. 13 vies sauvées, 3 décorations, des centaines de détections, et tout allait s'arrêter à cause d'un système aveugle. Puis, son téléphone sonna, la ligne transférée après les heures de bureau. Elle hésita, puis décrocha. Centre K9 de Redstone, Madison Rivera à l'appareil. Une voix féminine, chaleureuse et professionnelle. « Bonjour, je suis Patricia Monroe de la fondation Heroes and Paws. Je vous appelle suite à votre demande concernant des chiens militaires en danger. » Madison sentit son cœur bondir. Elle avait lancé cet appel 3 jours avant l'incident avec Tran. Le chien dont je parle est désormais condamné. Était-ce un chien de l'armée? Oui, unité spéciale. Numéro K9-721, nom de code Diesel. Un silence, long, glaçant. Puis un souffle. Mon Dieu, vous venez de dire Diesel? Oui, Madison. Un homme vous cherche depuis 5 ans. Son nom est Jason Clark, sergent dans les forces Marines. Il a perdu la vue lors d'un IED. Il appelle tous les mois pour savoir si Diesel était quelque part. On lui a dit qu'il était mort en transport. Madison sentit une pression dans sa poitrine. Il est vivant? Jason aussi. Mais c'est compliqué. Il est seul, sa femme est décédée dans un accident pendant sa rééducation. Il élève leur fille de 8 ans. Mais Diesel, il dit que ce chien n'a pas juste sauvé sa vie. Il a sauvé son âme. Il reste 70 heures, murmura Madison. Lundi matin à 8 heures, Jason est à Santa Rosa, 2 heures de route. Il viendra, j'en suis certaine. Après avoir raccroché, Madison resta dans l'ombre de son bureau, les mains tremblantes. Quelque part, un marine aveugle allait apprendre que son partenaire était vivant. Un chien qu'il croyait mort. Un chien qui attendait, refusant de manger, comme s'il savait, comme s'il avait toujours su que son maître viendrait.
Jason Clarke sentit l'extrémité de sa canne blanche effleurer le trottoir au moment où le chauffeur de l'Uber annonça leur arrivée devant le centre de réhabilitation canine de Redstone. Il n'était pas encore 8 heures du matin, mais déjà, l'air pesait comme un couvercle de four. La chaleur du désert enveloppait la ville comme un souffle vivant. Mais Jason n'y prêtait aucune attention. Ses doigts tremblaient, pas à cause de sa cécité, à cause de l'espoir. Un espoir si grand qu'il en devenait douloureux. « Vous êtes sûr que c'est bien ici ?» demanda le chauffeur, sceptique. « On dirait un centre de détention. »« C'est ici », répondit Jason en se redressant lentement, sa silhouette massive de 2 mètres, se dépliant avec une élégance apprise, presque militaire. À sa gauche, une petite main se glissa dans la sienne. « Papa, on va vraiment le voir ?» La voix de sa fille, Émilie, n'était qu'un murmure, fragile et léger comme une plume. Elle avait parlé plus en 24 heures que pendant les 2 dernières années. Tout ça à cause d'un chien qu'elle n'avait jamais rencontré. « On va essayer, ma puce ?» Le portail bourdonna avant même qu'il n'atteigne l'interphone. Des pas approchèrent, rapides, assurés, mais hésitants dans les dernières foulées. « Monsieur Clarke ?» Une voix de femme, chaude, un peu rauque. « Je suis Madison Rivera. » On a parlé au téléphone. Jason tendit la main, sentant la sienne s'y refermer. Des doigts forts, calleux, mais humains, vivants. « Merci de m'avoir appelé. On m'avait dit qu'il était mort. »« Je sais, je suis désolé. Si vous voulez bien me suivre... » Il l'interrompit. « Attendez. » Le mot avait jailli plus fort qu'il ne l'aurait voulu. Des années à subir les faux espoirs, les promesses non tenues, les pistes sans lendemain. « Est-ce que c'est vraiment lui, le chien, le Canine 721 ?» Elle hésita à peine. Mais cette hésitation suffit. Elle comprenait ce qu'il demandait. Il n'y a qu'un seul diesel dans ce centre. Elle marqua une pause. Il y a un seul moyen de le savoir. Ils traversèrent un petit parking, une porte métallique, puis un couloir frais où l'odeur d'antiseptique se mêlait à quelque chose de plus ancien. La peur, l'attente, ce parfum qu'on retrouve dans les endroits où les décisions de vie ou de mort tombent comme des couperets. « Diesel est dans notre aile d'isolement », expliqua Madison. « Il a été difficile. 3 incidents. » Jason s'arrêta net. « Diesel n'attaque jamais sans raison. Je veux le croire, mais ça ne change rien. Le conseil a voté. Combien de temps ? 47 heures. » La main d'Émilie se crispa sur la sienne. Il la sentit se coller davantage contre lui. Elle comprenait maintenant ce que le temps signifiait, ce qu'une échéance représentait. Sa mère avait promis de revenir du supermarché dans 1 heure. Cela faisait 2 ans, 3 mois et 18 jours. Ils tournèrent à gauche, les aboiements étaient lointains, étouffés, comme des échos. Mais plus ils avançaient, plus le silence prenait le pas. Quand Madison s'arrêta enfin, c'était un silence total. Pas un bruit, pas un souffle, un calme presque irréel. « C'est étrange, murmura-t-elle. D'habitude, ils aboient tous. » Jason savait pourquoi. Il le sentait dans l'air. Cette tension électrique, ce frisson qui traversait la colonne vertébrale avant une opération. Le moment où Diesel s'immobilisait, queue droite, indiquant un danger invisible. Les autres chiens le sentaient aussi. Quelque chose était sur le point d'arriver. « Il est dans le dernier box à gauche. Je devrais vous prévenir. » Mais Jason avançait déjà, sa canne glissant contre le mur, suivant le couloir comme un tunnel sensoriel. Émilie trottinait derrière, ses petits pas résonnant comme un métronome. 5 ans de silence, 5 ans de deuil, et là, juste derrière cette grille, peut-être... Il s'arrêta, sa main cherchant la maille du grillage, un gémissement, à peine audible, un son si fragile qu'il aurait pu le croire inventé. Diesel, le choc fut immédiat, des griffes sur le béton, une silhouette massive s'élançant contre la grille. Pas d'aboiement, pas de hurlement, juste un cri canin, plaintif, déchirant, que Jason n'avait entendu qu'une seule fois, le jour où il avait été héliporté hors d'Afghanistan et que Diesel avait dû être retenu par 3 hommes. Ses doigts trouvèrent du pelage à travers le grillage, rugueux, dense, tremblant. Il tomba à genoux, les 2 mains accrochées à la grille, tandis que Diesel tentait de faire passer tout son corps au travers. « Reste !» murmura Jason, le dernier mot qu'il lui avait dit. La commande qu'il avait sauvée quand une seconde explosion avait dévasté leur unité. « Reste, bon chien, reste !» Le silence fut instantané. Diesel se coucha au sol, mais son souffle brûlant léchait la maille juste à hauteur du visage de Jason. L'odeur, cette odeur unique, mélange de poussière, de croquettes et d'un parfum inimitable que 5 années n'avaient pas effacé. « Ouvrez, dit-il, je dois le toucher. Je ne peux pas. »
Le protocole, s'il vous plaît, je suis aveugle, je dois le sentir, le prendre. Un long silence, puis le tintement de clé. S'il vous attaque, il ne le fera pas. Un clic. La porte s'ouvrit. Un battement de cœur plus tard, Diesel était sur lui. Pas en train d'attaquer, mais en train de l'enlacer. Les pattes sur ses épaules, la langue affolée, tout son corps tremblant, pleurant de joie. Jason le serra, enfouissant son visage dans la fourrure épaisse. Et pour la première fois depuis 5 ans, quelque chose en lui se remit à sa place. « Salut, mon gars, je suis là, je suis désolé, je suis tellement désolé. Ils m'ont dit que t'étais mort. » Diesel émit un son étrange, mi-gémissement, mi-grognement, presque humain. Il se coucha lentement sur les jambes de Jason, tout son poids contre lui, 100 livres de loyauté, de guerre, de douleur, redevenu un simple chien qui avait enfin retrouvé son humain. « Papa, Émilie, toute petite, toute hésitante. » Diesel se figea, l'alerte, l'analyse, cette rigidité du soldat en attente. Jason passa une main sur son dos, effleurant ses cicatrices. « Diesel, voici Émilie. Émilie, voici Diesel. Le chien de mes rêves ?» demanda-t-elle. Madison retint un souffle. « Quel rêve, ma chérie ? Ceux où le chien marron te surveille pendant ton sommeil. Il veut rentrer à la maison, mais il ne trouve pas le chemin. » Jason sentit sa gorge se nouer. Depuis 2 ans, Émilie dessinait sans relâche ce chien aux cicatrices sur le museau, planté devant une porte. Il avait cru que c'était sa manière d'exprimer son chagrin. Mais les détails, toujours identiques, toujours justes. « Je peux le caresser ?» Diesel pivota vers elle, mais ne bougea pas, attendant l'autorisation. Toujours en mission. « Ami ?» dit Jason en pachto, leur code pour signaler un allié. Émilie est une amie. Le bruit de la queue de Diesel frappant le sol fut lent, mesuré. Puis Émilie éclata de rire, un son si pur, si rare, que Jason en sentit les larmes lui monter aux yeux. « Il me lèche la main, sa langue est énorme. »« Monsieur Clark, » dit Madison d'une voix troublée, « je ne l'ai jamais vu réagir ainsi avec qui que ce soit. Il était distant, même agressif parfois, mais là, il vous attendait. Je lui avais dit de rester. Il a attendu. Même quand ils lui ont dit que j'étais mort, même quand les années ont passé, il a attendu. » Un silence chargé d'émotions envahissait l'espace alors que Diesel restait blotti contre Jason, comme s'il craignait que le moindre relâchement les sépare à nouveau. Madison, debout près de la porte, observait la scène avec une boule dans la gorge. Elle n'avait jamais cru à ce genre de choses, les miracles, les retrouvailles presque surnaturelles, les connexions inexplicables. Mais là, dans cette pièce, elle ne voyait ni un chien dangereux, ni un vétéran cassé par la guerre. Elle voyait une famille qui venait de se recoller. Puis une voix se fit entendre depuis le couloir, grave, fatiguée. « Nous devons reconsidérer la décision du conseil. » C'était le docteur Mendez. Il avait rejoint Madison après avoir reçu les premiers résultats des examens qu'il avait demandés en secret. Diesel se redressa légèrement, sentant sa présence, mais resta contre Jason, calme et silencieux. « Docteur ?» demanda Madison, les bras croisés mais attentive. « J'ai comparé les données de Diesel avec celles des 4 chiens que j'ai dû euthanasier ces derniers mois. Ils avaient tous été entraînés à détecter les stupéfiants. Tous avaient mordu un officier. Tous présentaient des anomalies biologiques. Et maintenant, il montra un dossier dans sa main. J'ai récupéré des échantillons, des traces de méthamphétamine dans leur système. Pas des doses accidentelles, des quantités précises, comme si quelqu'un leur avait injecté ça pour provoquer une réaction. » Jason se figea. « Vous êtes en train de dire qu'on a drogué les chiens ? Je dis que c'est une possibilité très sérieuse. Pour les faire passer pour agressifs, pour qu'ils soient euthanasiés, » murmura Madison, l'estomac retourné. « Et s'il y avait un lien avec ce que Diesel a détecté sur l'adjoint-rang ?» proposa Jason, son esprit déjà en train de reconstituer la scène. Il n'a pas réagi au hasard, il a flairé quelque chose, il a protégé, comme il l'a toujours fait. Le silence s'installa de nouveau, plus lourd cette fois, jusqu'à ce que Madison tranche. « Nous avons besoin d'un avocat. Et nous avons besoin de médiatisation, parce que ce chien, et c'est peut-être la seule preuve vivante de quelque chose de bien plus grave. » La vidéo de la réunion entre Jason et Diesel que Madison avait discrètement filmée avec son téléphone fut postée sur la page du centre à 9h12. À midi, elle comptait déjà plus de 27 000 vues. À 14h, les chaînes locales installaient leurs trépieds dans le parking. Les commentaires affluaient. Des vétérans partageaient leurs histoires. Des familles parlaient de leurs chiens militaires disparus. Le hashtag #JusticeForDiesel devint viral. Mais à l'intérieur de la salle de conférence du centre, loin de cette vague numérique, l'ambiance était tout autre.
Jason faisait face à Thomas Tran, oncle de l'adjoint William Trent et l'un des avocats les plus influents du comté. Diesel, fidèle, était couché à ses pieds, le regard planté dans celui de l'homme comme s'il tentait de lire au-delà de son sourire calme. « Monsieur Clark, dit l'avocat d'une voix doucereuse, cette histoire est touchante, vraiment, mais elle ne change rien. Diesel a mordu un officier, la loi est très claire. Diesel n'attaque pas sans raison, c'est un chien formé pour détecter des menaces. Ce qu'il a fait, il l'a fait parce qu'il a senti un danger. Vous insinuez que mon neveu, un officier de police, serait une menace ? Je dis que Diesel a identifié un comportement suspect, comme il l'a fait des dizaines de fois sur le terrain. Ce n'est pas un chien agressif, c'est un soldat. » Emily était assise sur une chaise à côté de son père. Elle ne disait rien, mais sa main glissait doucement sur la tête de Diesel, lui apportant une sérénité palpable. Madison, debout près de la fenêtre, observait les visages. Elle sentait l'hostilité, la peur, l'embarras. Peut-être qu'un compromis est possible ? Tenta-t-elle, une réévaluation, une mise sous surveillance, un suivi psychologique. Mais Tran secoua la tête en refermant son attaché-case. Le comté a tranché. L'euthanasie est maintenue. Elle aura lieu lundi. Vous devriez dire au revoir à votre chien. Quand il quitta la pièce, le silence s'effondra comme une chape de plomb. Madison se tourna vers Jason, mais ce fut Emily qui prit la parole de sa petite voix calme. « Il ment. » Jason baissa les yeux vers elle. « Mais à propos de quoi ? De Diesel. Mais aussi d'autres choses. Sa voix, elle fait comme celle de maman, le jour où elle a dit qu'elle allait juste à l'épicerie. » Jason sentit son cœur se comprimer. Sa femme, Nathalie, lui avait téléphoné depuis le parking du supermarché. Sa voix légère, normale, lui disant qu'elle reviendrait vite. Quelques minutes plus tard, elle était morte, percutée par un conducteur ivre. « On a besoin d'aide ?» dit Madison en reprenant contenance. « D'un vrai avocat, de quelqu'un qui connaît les dossiers militaires. » Le téléphone de Jason vibra. Patricia Monroe, de la fondation Heroes and Pause. « Jason, j'ai vu les infos. On va vous soutenir, mais vous avez besoin d'une avocate, une vraie. Je n'ai pas les moyens. C'est pris en charge. Rebecca Daniels a accepté de défendre l'affaire bénévolement. Elle a traité plusieurs cas de chiens militaires. Elle est déjà en route depuis Albuquerque. » Pendant qu'ils attendaient son arrivée, le docteur Mendez s'approcha de Jason. « Il y a autre chose, concernant les autres chiens. J'ai conservé certains prélèvements. Ce n'était pas légal, mais quelque chose clochait. Et aujourd'hui, j'ai fait analyser les tissus. » Jason attendait, les muscles tendus. En plus de la méthamphétamine, ils ont trouvé des traces de kétamine. C'est un anesthésiant vétérinaire, très spécifique. Quelqu'un qui a accès à ces produits a pu les injecter sans que ça se voie. Vous croyez que quelqu'un droguait les chiens volontairement pour les faire passer pour agressifs et pouvoir s'en débarrasser? Mendez hocha la tête, le regard sombre. C'est exactement ce que je pense. Et Diesel, encore une fois, avait senti quelque chose. Il avait réagi, comme toujours. C'est alors que Diesel se redressa brusquement, ses oreilles dressées. Un grognement sourd monta de sa gorge. Jason posa sa main sur son collier, ressentant le frisson qui parcourait son corps. « Qu'est-ce que tu sens, garçon ?» Des pas résonnèrent dans le couloir. La porte s'ouvrit sans qu'on ait frappé. L'adjoint William Trent entra, le bras gauche encore bandé, mais il bougeait avec aisance. Son regard se posa sur Diesel, sur Jason, puis sur Emily. Un sourire froid étira ses lèvres. « Je voulais juste voir la star locale avant qu'elle ne disparaisse lundi matin. » Diesel se redressa, se plaçant immédiatement entre Jason et Tran. Il ne grognait pas. Il observait, chaque muscle tendu, prêt. « Adjoint, vous n'avez rien à faire ici, » déclara Madison avec fermeté. « C'est un bâtiment public. Je suis dans mon droit. » Il s'approcha d'un pas. Jason le sentit, car Diesel s'était tendu d'un coup. Le même frisson que sur les routes afghanes quand une embuscade approchait. Jason posa une main sur le collier. « Tu restes ?» Tran s'arrêta. « Toujours à donner des ordres, sergent ? Dommage que votre chien n'ait pas été dressé pour rester à sa place. » Diesel. La voix de Jason était calme mais ferme. « Reste. » Le chien obéit, se posant sur ses pattes arrière, mais ses yeux ne quittaient pas Tran. Madison le vit. Cette intensité, ce jugement silencieux. Diesel ne grognait pas. Il savait, comme toujours. La porte s'ouvrit à nouveau, une femme entra. Quarantaine élégante, costume sombre malgré la chaleur. D'un ton tranchant, elle s'adressa à Tran. « Adjoint Tran, heureux hasard. Je suis maître Rebecca Daniels, avocate de Monsieur Clark. Vous êtes cité dans notre demande de suspension immédiate de l'euthanasie. » Tran blêmit. « Quelle demande ? Celle qui sera déposée dans 43 minutes devant la juge Kramer. Et je vous conseille de préparer votre défense parce que ce que nous avons à montrer
va faire du bruit. Les néons du palais de justice du comté de Redstone diffusaient une lumière blafarde sur les visages tendus des quelques personnes réunies dans la salle d'audience d'urgence. Il était 17h38. L'euthanasie de Diesel était encore programmée pour lundi matin à 8h. Il restait moins de 39 heures. Maître Rebecca Daniels, experte en droit militaire et défense des unités canines, avait une prestance froide et assurée. Elle était arrivée avec 2 valises pleines de dossiers et depuis son entrée dans la salle, elle n'avait pas cessé de feuilleter des documents, annoter des feuilles et glisser des photos à la juge Kramer, une femme rigide à la coiffure impeccable, connue pour son impartialité, mais aussi pour son peu de tolérance envers les émotions inutiles, comme elle disait. Jason et Emily étaient assis au second rang, Diesel couché à leurs pieds. Il portait désormais un harnais noir sans insigne, mais on devinait encore les marques effacées de ses années de service. Il ne dormait pas, il écoutait, il observait, comme s'il comprenait ce qui se jouait ici. Maître Daniels prit la parole. « Madame la juge, ce chien n'est pas un danger public. Il est un vétéran décoré. 37 missions, 13 vies sauvées, peut-être davantage. » Sa réaction face à l'adjoint William Tran n'était pas une attaque gratuite, mais un acte de protection fondé sur un entraînement militaire hautement spécifique. La juge leva les yeux. « Ce chien a mordu un officier. Ce fait est-il contesté ? Le fait non, mais son interprétation absolument. Nous disposons de plusieurs éléments et notamment des enregistrements, des dossiers vétérinaires et le témoignage d'un expert médical qui suggère que Diesel a réagi à une menace potentielle. Vous insinuez que l'adjoint Tran représentait une menace, pas uniquement une menace, peut-être même l'un des maillons d'une chaîne beaucoup plus large. » Elle posa une feuille sur la table. « Voici les résultats toxicologiques de 3 autres chiens euthanasiés au cours des 6 derniers mois. Tous présentent des traces de kétamine et de méthamphétamine. Tous ont mordu un officier avant leur mise à mort, et tous étaient autrefois utilisés dans des unités de détection de stupéfiants. » La juge parcourut le document, l'expression impénétrable. Puis, elle regarda Jason. « Sergent Clark, vous êtes l'ancien maître de ce chien ? » ?»« Oui, madame la juge. »« Êtes-vous toujours militaire ? » ?»« Non, j'ai été réformé suite à une blessure. Perte totale de la vision suite à une explosion. »« Et vous affirmez que Diesel n'a jamais présenté de comportement agressif auparavant ? » ?»« Jamais. Il a travaillé avec moi pendant 3 ans. Dans des zones de combat, il m'a sauvé la vie. À moi et à mon unité. » Un silence, puis la voix d'Emily toute petite. « Il me protège aussi. » La juge baissa les yeux vers elle, surprise. « Et toi, jeune fille ? Tu n'as pas peur de lui ?» Emily secoua la tête. « Il est doux, c'est mon ami. » L'adjoint William Tran, debout derrière le représentant du comté, se pencha vers son avocat et glissa quelque chose à l'oreille. Maître Daniels intercepta le regard. « Madame la juge, nous souhaitons aussi présenter une pièce supplémentaire, une vidéo. » Elle sortit une tablette, la connecta à l'écran du tribunal et lança la lecture. La vidéo montrait Diesel dans le box numéro 12. L'adjoint Tran, filmé par la caméra de sécurité latérale, s'approchait lentement, jetant un rapide coup d'œil autour de lui. Il tenait quelque chose dans sa main. Il tendit ce qui semblait être un chiffon à Diesel à travers les barreaux. Le chien ne bougea pas. Tran le retira, puis le frotta contre sa propre manche avant de le tendre à nouveau. Cette fois, Diesel se mit à grogner, et c'est à ce moment-là que Madison entra dans la pièce, coupant la scène. La vidéo s'arrêta. C'était une caméra d'entretien non reliée au système de surveillance principal, expliqua Daniel, et récupérée seulement hier soir. La juge fronça les sourcils. Pourquoi n'a-t-elle pas été fournie plus tôt ? Elle ne faisait pas partie du circuit de sécurité officiel. Mais son contenu est troublant. Pourquoi un officier de police ferait-il cela, seul, en pleine nuit, à un chien qu'il prétend dangereux ? Le représentant du comté se leva, visiblement déstabilisé. Tout cela est pure spéculation. Rien ne prouve qu'il s'agit d'un comportement criminel. Peut-être pas encore. Mais nous avons lancé une demande d'analyse du tissu du chiffon. Si des substances sont présentes, cela prouvera que Diesel a été ciblé. La juge Kramer croisa les doigts, puis se pencha en avant. Voici ce que je vais faire. Je suspends l'euthanasie de Diesel jusqu'à nouvel ordre. En attendant, le chien sera placé sous la garde temporaire de M. Clark, en tant qu'ancien maître et vétéran reconnu. Une enquête sera ouverte sur les circonstances de l'incident avec l'adjoint Tran. Jason sentit son souffle revenir lentement. Emily serra sa main. Diesel se leva, comme s'il avait compris que quelque chose venait de changer, que la mort s'éloignait, qu'il pouvait, au moins pour un temps, rentrer chez lui. Mais l'affaire était loin d'être terminée. Sur le chemin du retour, dans leur maison modeste à Santa Rosa, Jason gardait le silence.
Emily s'était endormie dans la voiture, la tête contre la fourrure de Diesel, qui ne bougeait pas. Il veillait, encore, comme dans les bunkers de Kandahar, comme sous les tempêtes de poussière de Marja. Madison et Maître Daniels les avaient suivis, déterminés à continuer l'enquête. Sur la table basse du salon trônaient désormais tous les dossiers. Les examens vétérinaires, les plaintes, les rapports internes. Et au centre, un ancien journal militaire, jauni, appartenant à Jason. Un souvenir de la base, il l'avait gardé, sans vraiment savoir pourquoi, jusqu'à ce que Madison ouvre l'une des pages et s'arrête net. « Regardez ça !» Elle montra une liste de noms, ceux des membres de l'unité K9 à Kandahar en 2018. Parmi eux, Diesel, maître chien Jason Clark, et un nom en bas de page, officier médical vétérinaire William T. Trent. Jason se redressa brusquement. « Il était là ? À Kandahar ? Apparemment oui. Et regardez l'inscription en marge, mutation express après incident non précisé. » Daniel fronça les sourcils. Et si ce n'était pas sa première tentative de manipulation? Jason se leva, une main sur l'épaule de Diesel. « On doit retourner là-bas, à Redstone. Il y a plus que ce qu'on croit. Ce n'est pas juste Diesel qu'on a voulu abattre, c'est une vérité entière qu'on a voulu enterrer. » Le jour suivant, dès l'aube, Jason, Diesel, Madison et Maître Daniels reprirent la route pour Redstone. Emily resta à Santa Rosa, gardée par une amie de confiance. Jason avait longuement hésité, mais ce qu'il s'apprêtait à faire n'était pas pour les enfants. Il ne retournait pas dans une salle d'audience. Il retournait sur un champ de bataille. Pas avec des fusils ou des drones, mais avec des dossiers, des preuves, des silences, suspects, à percer. Et Diesel, lui, le savait déjà. Il se tenait dans le coffre du SUV, debout, les yeux rivés sur l'horizon, comme un soldat de retour au front. Une fois arrivés à Redstone, ils ne passèrent pas par la mairie ni par le tribunal. Ils prirent directement la direction du dépôt vétérinaire du comté, un bâtiment secondaire rattaché à la fourrière. Madison avait obtenu l'autorisation d'entrer grâce à un ancien collègue, aujourd'hui technicien de surface. Il n'avait jamais su exactement ce que faisaient les vétérinaires de l'unité spéciale, mais il avait vu des choses étranges, des chiens qui entraient parfaitement calmes et qui en ressortaient quelques heures plus tard, méconnaissables. Dans une pièce arrière, protégée par une porte métallique, Madison découvrit une armoire frigorifique où étaient conservés plusieurs échantillons biologiques censés être détruits. Mendez, le vétérinaire du refuge, avait eu raison. Certains prélèvements étaient encore intacts. Daniels ouvrit un dossier marqué « Confidentiel, unité 17 ». Il contenait les rapports d'analyse des 6 derniers chiens ayant mordu un officier. Tous identiques, et à chaque fois une annotation manuscrite, griffonnée dans la marge, avec les initiales WTT. William Trent, souffla Madison. Il n'était pas que vétérinaire, il était l'officier de liaison chargé de valider les rapports de comportement. Autrement dit, s'il jugeait un chien dangereux, il pouvait exiger son euthanasie sans autre avis médical. Jason se frotta le visage, sa mâchoire crispée. Il a tué ses chiens. Pas avec un fusil, mais avec des stylos et des produits injectés dans l'ombre. Daniels, plus calme, répondit « Il a dissimulé des traces, mais il a commis une erreur. Diesel a survécu. Il a mordu, mais n'a pas tué. Et surtout, il vous a retrouvé. » Madison ferma un tiroir en y glissant les copies. On doit relier ça à son rôle actuel. Pourquoi continuerait-il aujourd'hui? Il ne travaille plus dans l'unité vétérinaire. Parce qu'il a quelque chose à protéger, dit Jason, ou à cacher. À ce moment précis, Diesel se figea. Il grogna doucement, le museau tourné vers l'extérieur. Jason posa une main sur son collier. Le signal, quelqu'un approchait. Madison se pencha vers l'interphone. Une voix résonna dans le couloir. « Sécurité du bâtiment, ouvrez immédiatement. » Daniels murmura « Ce n'est pas un agent de sécurité. » Jason prit la décision en une seconde. Il détacha Diesel. « Garde !» Le mot claqua. Diesel bondit vers la porte d'entrée. Pas pour attaquer, pour bloquer. Il se posta devant l'issue, menaçant, silencieux. L'homme derrière la porte s'arrêta net. Il tenta de forcer la serrure, mais se heurta à la résistance du chien. Un instant plus tard, le silence retomba. Puis des pas précipités. Quelqu'un fuyait. Madison ouvrit la porte lentement. Trop tard. Une silhouette tournait déjà au coin du couloir. Il nous a suivis. Jason resta figé. Il a su. Il savait qu'on viendrait ici. Ce n'est plus une affaire de chien, dit Daniels, c'est une affaire criminelle, et on a besoin de la police d'État. Ce fut à cet instant que Daniels prit une décision capitale. Elle envoya les preuves directement au département d'inspection de l'État du Nouveau-Mexique.
En parallèle, elle posta une vidéo sur ses réseaux expliquant les grandes lignes de l'affaire. Des chiens militaires rendus violents par manipulation, des vétérinaires corrompus, une procédure d'euthanasie détournée pour faire taire les anomalies, et Diesel, seul survivant, pièce clé d'un puzzle plus vaste. La vidéo explosa. En moins de 6 heures, elle dépassa le 1 million de vues. Jason, qui ne voyait rien de tout cela, le ressentait dans l'atmosphère. L'air vibrait de tension. Il reçut des appels d'anciens frères d'armes, d'anciens maîtres chiens, qui lui racontèrent des histoires similaires, des chiens retirés sans avertissement, des rapports modifiés. L'un d'eux, installé dans le Montana, jura même qu'un chien nommé Blaze, retiré pour comportement agressif, n'avait jamais mordu personne mais avait alerté sur un militaire qui faisait du trafic d'anxiolytiques sur la base. Tous les récits suivaient le même schéma, mais rien n'était encore prouvé. Jusqu'à ce que Madison reçoive un coup de fil. C'était Dr Mendes. Il avait réussi à extraire des données des anciens fichiers médicaux du système informatique du refuge. L'un d'eux contenait un fichier caché, un document intitulé « Opération Bêta, suppression active, K9, cycle 3 ». Jason, écoute ça. Elle lut à voix haute. Conformément au protocole de sécurisation des opérations K9 Bêta, tout chien ayant développé une hyperréactivité aux substances organiques ou aux composants chimiques sensibles devra être retiré des fonctions de détection. En cas de comportement défensif non contrôlé, l'euthanasie sera exécutée sous 72 heures après approbation du conseiller opérationnel. Tous les rapports seront validés par WTT.1 et Jason sentit ses mains trembler. Ils ont créé un système. Pas juste des erreurs, un programme. Et Trans était leur relais, ici, dans l'ombre. Mais ce n'était pas le pire. Le document contenait une liste de 18 chiens, tous éliminés, sauf un. Diesel, Daniel se leva d'un bond. Il faut qu'on l'exfiltre. S'ils comprennent que les preuves remontent, ils vont essayer de l'effacer, de le faire disparaître comme les autres. Jason posa une main sur la tête de Diesel. Cette fois, on ne le laissera pas. Ce soir-là, alors que la lumière orange du soleil couchant caressait les collines arides de Redstone, Jason, Madison et Maître Daniels prirent la décision la plus risquée depuis le début. Mettre Diesel à l'abri. Ce n'était plus seulement un chien à défendre, c'était une preuve vivante d'un complot enfoui, orchestré depuis des années et protégé par des gens puissants. Ils n'avaient pas d'unité spéciale à leur disposition. Juste un vétéran aveugle, une avocate déterminée, une soignante désillusionnée, et un chien au passé trop lourd pour être effacé. Ils roulèrent toute la nuit, Diesel couché entre Jason et Madison sur la banquette arrière, calme comme une statue. Ils passèrent nains par des routes secondaires, évitant les autoroutes surveillées. Daniel connaissait un refuge privé à Santa Alina, tenu par une ancienne dresseuse de chiens militaires, Jessica Malone. L'endroit n'était pas répertorié sur les bases de données officielles. Un havre discret et surtout sécurisé. À leur arrivée, Jessica ouvrit le portail sans un mot. Elle reconnut Diesel immédiatement. Elle s'agenouilla, caressa doucement sa tête, puis souffla simplement « T'as l'air plus vieux, mon garçon, mais toujours debout. » Jason resta debout derrière eux, mains croisées. Il ne voyait pas Jessica, mais il sentait quelque chose dans sa voix. Une forme de respect silencieux, comme s'il s'agissait d'un ancien camarade d'unité. Dans les jours qui suivirent, la situation bascula. La vidéo de Daniels devint virale. Les vétérans commencèrent à témoigner publiquement. Des maîtres chiens postèrent d'anciennes photos, des rapports. Le nom de Tran apparaissait dans plusieurs d'entre eux. Toujours discret, jamais au premier plan, mais toujours là, comme un fantôme. Et le 15 juillet, à 6 heures du matin, une équipe de la police d'État fit irruption dans le centre vétérinaire de Redstone. Ils saisirent les dossiers, les prélèvements, les disques durs. Tran, absent au moment de la perquisition, fut officiellement convoqué pour être entendu. Il n'y répondit pas, il disparut. Le lendemain, une vidéo fuita sur Internet. Caméra de sécurité, un couloir sombre, une silhouette masculine fouillant dans une armoire réfrigérée, puis injectant discrètement un liquide dans une seringue avant de s'approcher d'une cage. La date, 14 mars. Le nom sur la cage, K9 Tango. Un chien euthanasié 2 heures plus tard pour comportement instable. Le choc fut immense. Les vétérinaires du refuge demandèrent la réouverture des dossiers. La presse locale commença à parler de chiens sacrifiés pour couvrir un trafic. Daniels convoqua une conférence de presse. Elle parla calmement, posément. Diesel a mordu un homme, mais ce que nous découvrons, c'est que ce geste n'était pas de la violence, c'était de la loyauté. Un instinct affiné par des années de mission. Il a flairé une menace, et il a agi. Jason, silencieux, était à ses côtés. Diesel aussi.
Les caméras n'enregistraient pas seulement des mots, elles enregistraient une présence, une vérité animale incontestable. Les yeux du chien sont calmes, sa posture. Tout disait « Je n'ai jamais été un monstre ». Mais ce fut Émilie qui fit basculer l'opinion publique. Un soir, sans prévenir, elle enregistra une vidéo depuis la maison familiale. Elle y apparaissait avec Diesel, un dessin entre les mains. Une représentation naïve de lui, la protégeant de l'ombre d'un homme menaçant. Et elle disait simplement « Diesel m'a sauvé 2 fois. La première, c'était quand j'étais triste et que je ne parlais plus. Il a posé sa tête sur mes jambes et j'ai pleuré. La deuxième, c'était quand un homme a essayé de faire du mal à papa. Diesel l'a senti, moi aussi. Il ne faut pas le punir, il faut l'écouter. » La vidéo fit le tour du pays. Des plateaux télé aux écoles, on parla du chien au regard juste. Et au milieu de tout ce tumulte médiatique, une date fut fixée. Une nouvelle audience, cette fois, pour établir si Diesel pouvait être officiellement blanchi et réhabilité. Mais Jason le savait, ce n'était pas terminé, car dans l'ombre, Tran n'avait pas disparu. Il s'était replié et il préparait quelque chose. 2 jours avant l'audience, alors que Jason et Diesel sortaient pour une simple promenade, un véhicule noir s'approcha. Jason sentit Diesel se raidir. Une seconde plus tard, un bruit sec. Une vitre éclata. Une main jaillit pour attraper Diesel. Mais le chien réagit plus vite. Il sauta en arrière, tirant Jason hors du trottoir. Le véhicule s'éloigna à toute vitesse. Jason sonnait, toucha son oreille. Du sang, il avait été frôlé. Diesel se tenait debout en position défensive, grognant faiblement dans la direction de la voiture. Quand Madison arrive, elle ne dit rien. Elle prit Jason dans ses bras et elle murmura simplement « Ils veulent vraiment l'effacer ». Mais cette fois, l'histoire était trop avancée, trop visible. Le jour de l'audience, la salle était pleine à craquer. Médias, vétérans, citoyens ordinaires, même des enfants portant des t-shirts sur lesquels on lisait « Diesel, héros silencieux ». Et au centre, Diesel, assis, calme, le harnais noir bien ajusté. Jason, main posée sur son dos. Émilie à ses côtés, tenant son dessin. Maître Daniel s'ouvrit la séance. Ce chien a été condamné pour un acte qu'il n'a jamais commis dans l'intention de nuire. Il a flairé la vérité, et ce que nous avons découvert depuis prouve une chose. Il n'a jamais cessé de servir, même blessé, même rejeté. Diesel a continué de protéger. Puis elle tendit à la juge une nouvelle pièce. Un enregistrement audio, extrait d'un appel téléphonique intercepté la veille. La voix de Tran, reconnaissable. Il y disait « Je ne pensais pas que ce foutu clébard tiendrait aussi longtemps. Il aurait dû être mort avec les autres. C'est lui qui fout tout en l'air. » Un frisson parcourut la salle. Jason, lui, sentit seulement Diesel poser sa tête contre sa cuisse. Comme s'il disait « Je suis là, jusqu'au bout ». Le silence dans la salle d'audience fut d'une densité presque palpable. La juge Carter, d'ordinaire si méthodique et impassible, resta plusieurs secondes sans parler, comme figée face à l'ampleur de ce qu'elle venait d'entendre. Le brouhaha discret dans le public se transforma en un murmure collectif. Tout le monde avait entendu cette phrase, tout le monde savait ce qu'elle signifiait. Il aurait dû être mort avec les autres. Jason, la main toujours posée sur le dos de Diesel, sentit une vague d'émotion le traverser. Pas de la peur, pas même de la colère, de la reconnaissance, pour ce chien qui n'avait jamais failli, pour ce compagnon silencieux qui, même lorsqu'il était abandonné, accusé à tort, trahi par ceux qui l'avaient protégé, était resté fidèle à ce qu'il était, un protecteur, un soldat. Madame la juge Carter reprit enfin la parole, sa voix ferme mais posée. Cette cour reconnaît que de nouveaux éléments remettent en cause les conclusions initiales ayant mené à la condamnation de Diesel. En vertu des articles relatifs à la protection des unités canines militaires et compte tenu des risques évidents de manipulation des preuves, je décrète l'annulation immédiate de l'ordre d'euthanasie. Des applaudissements éclatèrent dans la salle. Émilie se leva d'un bond, serrant Diesel dans ses bras. Le chien se redressa avec douceur, remuant la queue comme s'il comprenait enfin que quelque chose avait changé. Jason, lui, resta assis, la tête penchée, les yeux fermés. Il n'avait pas besoin de voir, il ressentait, dans chaque vibration, chaque respiration. Diesel était libre, vivant, innocenté, mais alors que les journalistes s'agglutinaient à la sortie du tribunal, qu'on criait le nom de Diesel, que les caméras tentaient de capter chaque instant de joie, un agent fédéral s'approcha discrètement de Maître Daniels. Il tendit un badge, département de la sécurité intérieure. On voudrait vous parler. À propos de l'opération Beta, Daniels le suivit sans un mot. Ils traversèrent le couloir latéral du tribunal jusqu'à une petite salle fermée. À l'intérieur, 2 autres agents,
une femme au regard dur et un homme à la mâchoire serrée. Sur la table, un dossier estampillé, classifié, niveau 3. Nous avons suivi votre enquête, maître Daniels, et nous avons fouillé dans nos vieux dossiers. Ce que vous appelez l'opération Beta n'était qu'un nom de surface. De surface ? Le vrai programme, c'était l'initiative Alpha 9, mise en place après une série d'incidents en Afghanistan. Une expérimentation officieuse visant à stimuler les capacités sensorielles des chiens militaires à l'aide de micro-injections chimiques. Daniel fronça les sourcils. Vous avez drogué des chiens pour améliorer leur performance ? Le programme a été abandonné dès que les premiers effets secondaires ont été constatés. Agressivité imprévisible, hypervigilance et dans certains cas de troubles neurologiques graves. Elle feuilleta rapidement le dossier. Plusieurs noms apparaissaient, des chiens, des maîtres et encore une fois, celui de William T. Trent. Il faisait partie de l'équipe de liaison biomédicale, confirma l'agent. Mais nous pensons qu'il a poursuivi ses expérimentations en dehors du cadre officiel, sans autorisation. Et les chiens euthanasiés ? Probablement ceux qui avaient trop bien réagi, ou qui risquaient de parler. Daniels ferma le dossier lentement. « Vous êtes venu ici pourquoi ? Me prévenir ? M'étouffer ?» L'agent secoua la tête. « On est ici pour vous protéger. Et pour récupérer Tran. Il est officiellement recherché pour détournement de matériel militaire et expérimentation illégale. » Pendant ce temps, à l'extérieur, Jason et Diesel étaient encerclés de caméras. On leur demandait ce qu'ils allaient faire maintenant. Jason répondit simplement « On rentre à la maison ». Mais ce qu'il ne savait pas encore, c'est qu'il n'aurait pas le temps. Car cette nuit-là, dans un motel à la sortie de Redstone, Diesel grogna. Pas un grognement de menace, un son grave, d'instinct. Jason se redressa dans le noir, Emily endormie à ses côtés. Il se leva doucement, sentit Diesel tourner autour de la porte. Jason tendit la main vers son harnais, puis un bruit, une vitre cassée, un éclat sec. « À terre !» cria Madison depuis la chambre voisine. Un fracas, un hurlement. Jason attrapa Emily, la protégea de son corps alors que Diesel bondissait hors de la chambre. Des bruits de lutte éclatèrent, puis un cri humain, et le silence. Quand Jason sortit enfin, Madison tenait un homme à terre, blessé au bras. Diesel grognait encore, debout devant lui, les crocs dégoulinant de salive. Jason se pencha et posa la main sur son dos. L'homme au sol, visiblement sous l'effet de drogue, répétait en boucle « Il a ruiné le plan, ils veulent se faire taire. » C'est trop tard. Daniels arriva quelques minutes plus tard avec les agents fédéraux. L'homme fut identifié comme un ancien vétérinaire militaire renvoyé après Kandahar. Il avait été vu à plusieurs reprises aux côtés de Tran. Jason, épuisé, s'assit sur le lit, Emily blottit contre lui. Diesel se coucha à ses pieds, son souffle lent, régulier. Madison s'approche. « Il ne s'arrêtera pas, tu le sais. Tant que Tran est libre, vous serez une cible. » Jason hocha la tête. « Alors on va le trouver. Et cette fois, on ne le laissera plus se cacher. » Le lendemain, le soleil n'avait même pas encore effleuré l'horizon que Jason était déjà debout. Dans le silence gris du matin, Diesel se tenait à ses côtés, les oreilles dressées, l'allure alerte mais calme. Madison les observait depuis l'encadrement de la porte, un café chaud entre les mains, les traits tirés par une nuit sans sommeil. Personne n'avait fermé l'œil, pas après ce qui s'était passé, pas après cette tentative d'enlèvement dans le motel, et surtout pas quand ils savaient que le prochain mouvement dépendait d'eux. Daniels revint 1 heure plus tard avec de nouvelles informations. Le suspect, arrêté la veille, avait parlé. Pas sous la pression, non, spontanément, comme s'il avait attendu ce moment depuis des années. Il raconta une histoire troublante, celle d'un projet clandestin baptisé Vanguard, dont Tran était le coordinateur. L'objectif ? Créer une ligne de chiens capable de performances sensorielles extrêmes pour des missions de repérage dans des zones dites off-limit, c'est-à-dire des endroits où même les satellites ne pouvaient plus obtenir d'images fiables. Tran n'était pas seulement un vétérinaire, il était un pion avancé d'un réseau souterrain. Un réseau qui utilisait des chiens comme cobayes, testait des substances sur eux et les éliminait dès qu'ils devenaient imprévisibles ou dangereux pour la couverture du programme. Diesel faisait partie des premiers prototypes, sauf qu'il avait survécu plus longtemps que prévu, et qu'il avait retrouvé Jason. Ce lien, qui aurait dû être détruit, avait tout ruiné. « Il veut finir ce qu'il a commencé », déclara Daniel. « Mais cette fois, on l'empêchera. » Ils décidèrent de poser un piège. Leur idée était simple mais risquée. Utiliser la prochaine conférence vétérane à Roseland, une grande réunion de maîtres chiens et anciens combattants, comme appât. Jason accepterait d'y faire une apparition publique avec Diesel, accompagné de journalistes, d'enfants, de familles.
une cible parfaite pour quelqu'un comme Tran, qui voudrait effacer toute trace de ce chien devenu symbole. Daniels coordonna le plan avec les fédéraux. Plusieurs agents en civil seraient postés dans la foule. Madison, elle, serait leur observatrice rapprochée. Emily, trop jeune pour être exposée, fut envoyée chez la sœur de Daniels dans un endroit sécurisé sans réseau. Jason, de son côté, se prépara comme s'il partait à nouveau en mission. Il ne voyait plus, mais chaque geste, chaque mouvement de Diesel était une extension de lui-même. Il s'entraîna toute la matinée avec un harnais tactile spécial, conçu pour qu'il puisse suivre les signaux subtils de son chien. À chaque pression, chaque variation de mouvement, Jason savait ce que Diesel disait. « Attention, quelqu'un approche, on observe, reste près de moi ». Puis vint le jour de la conférence, Roseland Arena. 4000 personnes, une foule d'enfants agitant des drapeaux, des vétérans en uniforme et une scène centrale éclairée de projecteurs. Jason, accompagné de Diesel, gravit les marches sous les applaudissements. Il portait un simple polo kaki, l'insigne de son unité brodé sur la manche. Diesel, lui, arborait un harnais noir marqué « Eros ». Rien d'autre. Jason prit le micro. Sa voix, bien qu'aveugle au monde devant lui, portait la force d'un homme qui n'avait jamais cessé de voir l'essentiel. Ce chien n'est pas un monstre, il n'est pas un produit, il n'est pas un outil, c'est un soldat, un frère. Il a été abandonné par ceux qui l'ont programmé, trahi par ceux qui l'ont dressé, mais il n'a jamais cessé de faire ce pourquoi il est né, protéger. Dans la foule, Diesel dressa la tête, un signal. Jason le sentit immédiatement. Il tendit doucement la main vers Madison qui hocha la tête et parla dans son micro-cravate. Cible détectée, veste bleue, côté ouest. Un homme avançait pas trop vite, trop banal, trop anonyme. C'était lui, William Trent. Les agents fédéraux se mirent en mouvement. Tran le vit. Il accéléra, puis sortit quelque chose de sa poche. Pas une arme, un injecteur, un stylo médical contenant un liquide jaunâtre. Diesel bondit hors de la scène dans une trajectoire précise. Il percuta l'homme au niveau des côtes, le faisant chuter. L'injecteur roula sur le sol. 2 agents se jetèrent sur lui, le plaquant, lui arrachant des menottes. Jason, descendu de la scène à l'aveugle, appela son chien d'un mot « Reste !» Diesel s'assit, les yeux rivés sur l'homme qu'il avait autrefois flairé, celui qui l'avait mordu, celui qu'il venait de faire tomber une fois pour toutes. Tran, au sol, haletait. Il regarda Jason avec une haine froide. « Tu crois que c'est fini, ce que j'ai fait ? C'était nécessaire. Tu ne comprends pas ce qu'ils veulent, ce qu'on prépare. » Jason s'agenouilla lentement près de lui. Il ne voyait pas ses yeux, mais il n'en avait pas besoin. Il posa juste la main sur la tête de Diesel. « Non, c'est toi qui ne comprends pas. Ce chien, il voit plus clair que toi depuis le début. » Tran fut emmené sous haute sécurité. Les agents saisirent l'injecteur qu'ils analysèrent immédiatement. Il contenait une dose létale d'un neurotoxique expérimental, probablement destiné à tuer Diesel sur le coup, sans laisser de traces. Mais cette fois, il avait échoué. Et Diesel, fidèle à lui-même, avait protégé encore une fois. Le soir même, dans un hôtel isolé près d'un lac, Jason s'assit sur un ponton, les pieds dans l'eau. Madison le rejoignit, silencieuse, une couverture sur les épaules. Diesel se coucha entre eux, apaisé, presque endormi. Le vent soufflait doucement. Pour la première fois depuis longtemps, il n'y avait plus de menace immédiate. Jason prit une longue inspiration. « Tu sais ce qui me frappe le plus ?»« Quoi ?» demanda Madison doucement. Il n'a jamais changé. Même quand tout autour de lui s'effondrait, il est resté lui-même. Elle sourit. Et toi aussi. La semaine qui suivit l'arrestation de William Tran fut une tempête de révélations, d'interviews et d'investigations officielles. Les médias nationaux ne parlaient que de Diesel, surnommé le chien qui a survécu au silence. Des plateaux télé aux journaux du soir, les images du chien assis calmement à côté de Jason durant la conférence de Roseland étaient devenues un symbole de loyauté et de justice. Mais au cœur de cette agitation, Jason, lui, restait silencieux, non pas par fatigue, mais par choix. Il avait vu ce que le bruit du monde faisait aux vérités simples. Il voulait du calme, de la clarté, pour Diesel, pour Emily et pour lui. Ils retournèrent à Santa Rosa. Madison les accompagna, refusant de les laisser seuls tant que tout ne serait pas définitivement réglé. Dans la petite maison modeste où Jason vivait, les volets restèrent ouverts, le café toujours chaud et les portes jamais verrouillées. Diesel, lui, reprit ses habitudes. Il dormait au pied du lit d'Emily, se levait avec Jason, le guidait dans chaque pièce, chaque couloir. Mais quelque chose avait changé. Il n'était plus seulement vigilant, il était serein.
comme s'il avait enfin reçu l'autorisation d'être un simple chien sans plus avoir à se battre pour sa place dans le monde. Un matin, alors que Jason s'entraînait dans la cour avec un bâton de marche spécial, Diesel à ses côtés, Madison reçut un appel. C'était un représentant du département de la Défense. Nous souhaitons reconnaître officiellement les services de Diesel et réévaluer sa fiche militaire. Elle raccrocha, interdite, puis regarda Jason. Ils veulent lui remettre une médaille, officiellement, posthume au départ, mais vu qu'il est encore là, ils veulent que tu la reçoives de pour lui. Jason se figea. Non. Elle haussa les sourcils. Non, pourquoi? Il tourna la tête dans sa direction. Parce que c'est à lui de la recevoir, pas à moi. Et il avait raison. Le jour de la cérémonie, organisée au centre de commandement de Fort Keenan, tout le monde s'attendait à voir Jason monter sur scène avec Diesel en retrait. Mais ce fut l'inverse. Jason resta en bas. Il posa simplement sa main sur la tête de Diesel et murmura « Va !» Et Diesel avança, seul. Il gravit les quelques marches avec une assurance tranquille, s'assit face à l'officier supérieur qui tenait une médaille dorée dans les mains, et dans ce silence respectueux, la médaille fut posée sur le harnais de Diesel. L'officier déclara « Pour bravoure, fidélité et service au-delà de tout devoir, le commandement reconnaît Diesel comme membre émérite à vie de l'unité K9. » Un tonnerre d'applaudissements retentit, mais ce n'était pas la fin. Car dans les coulisses de cette cérémonie, Daniels rencontrait un homme discret, grand, vêtu d'un costume sombre. Il ne donna pas son nom, juste une carte. Inspection civile de la défense intérieure, il posa un dossier sur la table. Ce que Tran a fait n'était qu'un pan d'un système. Le programme Vanguard n'était pas mort, il avait simplement changé de nom. Il existe encore, et nous pensons que d'autres chiens sont en danger. Daniels pâlit. « Vous voulez quoi ?»« Votre aide. Et celle de Diesel. » Elle recula légèrement. « Vous plaisantez ? Vous venez à peine de reconnaître qu'il est un héros, et maintenant vous voulez le remettre en service ? Pas comme cobaye, comme guide, comme vecteur de réhabilitation. Nous avons besoin d'un chien qui a traversé le pire et qui est resté stable, pour réapprendre à d'autres à redevenir eux-mêmes. » Daniels ne répondit pas tout de suite, mais une idée se forma dans son esprit. Le lendemain, elle en parla à Jason. Il écouta sans l'interrompre, puis doucement il demanda « Est-ce que ce serait dangereux ?»« Non, dit-elle, mais exigeant. Il faudrait voyager, rejoindre un centre de réadaptation, travailler avec d'autres chiens traumatisés. » Jason se tourna vers Diesel, il tendit la main. Le chien s'en approcha. Un contact, un lien, vieux comme la guerre, mais plus profond que la peur. C'est lui qui choisit. Diesel se redressa, aboya doucement et s'approcha de la porte, prêt. Ils prirent la route une semaine plus tard. Jason, Diesel, Madison... Emily resta avec sa tante pour terminer son année scolaire. Le centre était situé dans les montagnes du Colorado, un ancien bunker reconverti en base de soins pour animaux traumatisés. Là-bas, Diesel rencontra ses semblables, des chiens mutilés, d'autres terrifiés, certains agressifs. Mais à chacun, il offrit la même chose, sa présence. Il n'aboyait presque jamais. Il ne jouait pas vraiment, mais il restait, il accompagnait. Et à mesure que les jours passaient, quelque chose se passait, les autres chiens le suivaient, imitaient son calme, se couchaient près de lui. Même les plus violents finissaient par se poser. Il n'était pas un thérapeute, il était un miroir. Et Jason, de son côté, avait trouvé sa place. Il enseignait aux jeunes vétérans non-voyants à lire les mouvements de leurs chiens, à comprendre les codes du harnais, à reconstruire un lien qu'on croyait perdu. Lui, l'homme qui ne voyait plus, devenait une lumière pour ceux que la guerre avait laissés dans le noir. L'hiver arriva vite dans les montagnes du Colorado, la neige recouvrit les pistes de terre rouge, les conifères se figèrent dans un silence glacé, et les chiens du centre se pelotonnaient les uns contre les autres dans les hangars réchauffés par des générateurs. Diesel, lui, ne changeait pas. Qu'il fasse chaud, froid, ou que le vent hurle comme un loup dans les vallées, il gardait son calme. Il observait, accompagnait. Il guidait les plus traumatisés, sans aboyer, sans forcer. Sa simple présence suffisait. Jason, lui, s'adaptait à cette nouvelle vie. Chaque matin, il sortait faire le tour du domaine, bâton en main, Diesel à sa gauche. Il repérait les aspérités du sol, apprenait les distances par cœur, notait les aboiements dans l'air. Et tous les après-midi, il animait un atelier de rééducation canine pour vétérans. Il l'écoutait, parce qu'il n'était pas juste un instructeur. Il était l'un d'eux, cassé, reconstruit, et plus clairvoyant que jamais. Un jour, un jeune soldat nommé Riley arriva au centre. Ancien éclaireur de reconnaissance, il était revenu d'une mission dans les Balkans avec de lourdes séquelles.
Son chien, Ace, un malinois noir, était devenu ingérable, agressif, instable, incontrôlable. Plusieurs dresseurs avaient suggéré l'euthanasie, mais Riley avait refusé. Jason observa Ace dès le premier jour. Il sentait chez lui une douleur familière, un animal qui ne comprenait plus le monde autour de lui, comme s'il était coincé dans un état d'alerte permanent. C'est Diesel qui fit le premier pas. Il s'approcha lentement d'Ace un matin sans un bruit. Ace grogna, montra les crocs, mais Diesel ne broncha pas. Il resta à distance, puis s'allongea. Il n'attendait rien, il ne demandait rien. Il était simplement là. Et jour après jour, Ace se calma. Au bout de 2 semaines, Riley pleura en voyant son chien poser sa tête contre celle de Diesel. Un simple geste, mais un début. Jason posa une main sur son épaule. « Ce n'est pas nous qui les guérissons, c'est entre eux. Nous, on leur donne juste le droit d'essayer. » Dans les mois qui suivirent, le centre devint un lieu de passage. Des journalistes, des vétérinaires, des familles de soldats, tous venaient voir le chien qui réapprenait aux autres à redevenir vivant. Une fondation fut créée. On lui donna un nom simple, l'instinct loyal. Les dons affluèrent, des installations furent construites. Mais Jason insista sur une chose, pas de spectacle, pas de dressage artificiel, juste du soin, du silence, du temps. Un matin, au printemps, Emily arriva en courant dans la cour. Elle avait terminé l'école plus tôt que prévu, et Madison était venu la chercher pour une visite surprise. Diesel bondit de son perchoir pour l'accueillir. Il n'avait pas vieilli, pas changé. Mais Jason, lui, vit quelque chose dans la voix d'Emily. Une confiance nouvelle. Elle n'était plus seulement la petite fille qui avait besoin de protection. Elle devenait forte à son tour. Ils passèrent l'été ensemble. Des promenades dans les bois, des soirées à observer les étoiles, des jeux improvisés dans la neige fondue. Diesel était toujours là, en témoin silencieux d'une famille recomposée, née dans les blessures, mais forgée dans la fidélité. Mais une nuit, Jason sentit quelque chose d'étrange. Diesel ne dormait pas. Il tournait en rond dans la pièce, il allait vers la porte, revenait, grattait doucement le sol, pas de peur, pas d'inquiétude, une forme d'appel, comme s'il sentait que quelque chose approchait. Le lendemain, Daniels débarqua en urgence. Tran a parlé. Jason se figea. Qu'est-ce que ça veut dire ? Il a passé un accord. Contre une réduction de peine, il a donné les noms d'autres membres du réseau. Et des sites. Il y aurait encore des chiens, détenus dans un ancien centre logistique dans le Nevada. Un lieu enterré, non déclaré. Jason hocha la tête. Ils envoient à quelqu'un ? Oui. Et ils veulent que Diesel soit du voyage. Madison s'insurgea. Non, il a déjà donné. Il a sauvé plus de vies que ces hommes ne peuvent en compter. Mais Jason regarda Diesel. Le chien s'était redressé. Il écoutait, et son regard disait tout. Ce n'est pas terminé. Le choix fut laissé à Jason. Et il accepta. Pas pour l'adrénaline, pas pour l'honneur, pour les autres chiens, pour ceux qui n'avaient pas encore eu la chance d'être entendus. La mission fut lancée dans le plus grand secret. Jason, Diesel, un groupe d'agents fédéraux et un vétérinaire de confiance. Direction, une base désaffectée près de Carson Ridge, oubliée dans le désert. En arrivant, l'air était sec, électrique. Une odeur métallique flottait. Le bâtiment, semi-enterré, portait encore les traces d'un ancien programme militaire. Porte blindée, couloir vide, lumière vacillante. Mais ce qui les attendait à l'intérieur dépassa tout ce qu'ils avaient imaginé. L'air à l'intérieur du complexe avait une odeur de rouille, de sang séché et de désespoir. Les couloirs étaient silencieux, mais chaque mètre parcouru par Jason et Diesel semblait chargé d'histoires étouffées. Les agents du département de la sécurité intérieure guidaient le groupe avec prudence, armes au poing, masques sur le visage. Jason, lui, ne voyait rien, mais il ressentait tout. L'humidité dans les murs, les vibrations d'un couloir trop long, les respirations contenues de ceux qui l'entouraient. Diesel avançait sans hésitation, comme s'il avait été ici auparavant, comme s'il reconnaissait l'odeur du passé. La première pièce qu'ils ouvrirent contenait 3 cages. À l'intérieur, 3 chiens, un berger belge au pelage terne, un labrador aux pattes tremblantes et un croisé husky au regard fuyant. Tous en silence. Pas un aboiement, juste des regards vides, cassés. Le vétérinaire s'approcha, il inspecta, nota, puis se tourna vers Jason. Ils sont vivants, mais ça fait longtemps qu'ils n'ont pas vu la lumière. Ils ont été drogués, conditionnés, peut-être même électrostimulés. Diesel s'assit devant la première cage. Il resta là. 1 minute, 2, puis il s'allongea lentement, sans bruit, sans geste brusque. Le berger belge cligna des yeux, puis avança une patte, 1 centimètre, 2,
Le lien commençait déjà à renaître. Ils continuèrent l'exploration. 4 salles supplémentaires, 15 chiens retrouvés, certains en meilleur état que d'autres. Un chiot de 6 mois avec une puce implantée directement dans la nuque. Un autre avec des cicatrices d'opération mal refermées. Mais la dernière pièce était différente. Fermée par un code, blindée. Quand ils l'ouvrirent, Diesel grogna. Jason sentit la tension dans le harnais. C'était instinctif. Une alerte. Et quand ils entrèrent, ils comprirent. Au centre de la pièce, une seule cage. Et à l'intérieur, un chien plus grand, plus massif. Un Rottweiler cicatrisé de partout. Il fixait Diesel. Et Diesel le fixait en retour. Personne ne bougea. Le vétérinaire murmura « Ce n'est pas un chien ordinaire. Il a été manipulé. » Son dossier le désigne comme K9 Theta, dernier prototype de Tran, conçu pour une agressivité ciblée. Jason s'agenouilla lentement. Il parle doucement, pas au chien, à Diesel. « Tu veux y aller ?» Diesel ne répondit pas. Il s'approche, s'arrêta à moins d'1 mètre de la cage. Le Rottweiler grogna, recula légèrement, puis s'allongea. Un geste de soumission. Tout le monde retint son souffle. Diesel aboya une seule fois, pas fort. Comme un appel, et le Rottweiler répondit. Pas par un aboiement, par un regard, quelque chose venait de céder. Le retour à la surface se fit dans un silence lourd. Les agents prirent les chiens en charge. Certains furent emmenés en soins intensifs, d'autres confiés au centre du Colorado. Mais K9, Theta, resta avec Diesel. Le lien était trop fort, trop récent, trop fragile encore pour être rompu. Jason le renomma, il l'appela Shadow, parce qu'il était la part invisible du combat, celle qu'on ne voyait pas mais qui suivait partout. Dans les semaines qui suivirent, Jason adopta Shadow officiellement. Le processus fut long, complexe, mais validé par l'administration. Il le dressa lentement, à l'aide de Diesel. Et Diesel, devenu guide, observateur, compagnon, devint enfin mentor. Émilie retrouva la petite meute recomposée avec des rires dans la voix. Elle dessinait les 2 chiens côte à côte, toujours avec des capes de super-héros autour du cou. Elle disait que Shadow, c'était le côté sombre de l'histoire, mais qu'il était devenu gentil, parce qu'il avait trouvé un frère. À la fin de l'été, Jason reçut une lettre, officielle, signée par le président en personne, une citation pour acte de bravoure, résilience et service exceptionnel décerné à Diesel, accompagnée d'une invitation. Washington DC, cérémonie nationale. Diesel devait recevoir la médaille du service animalier, la plus haute distinction pour un chien dans l'armée. Jason, d'abord hésitant, accepta. Pas pour la gloire, mais pour l'histoire. Pour que jamais personne n'oublie ce que Diesel avait traversé. Et surtout, ce qu'il avait sauvé. Le jour de la cérémonie, la capitale vibrait d'émotion. Des enfants portaient des badges Team Diesel, des vétérans affluaient de tout le pays. Jason monta sur scène. Cette fois, il ne parla pas beaucoup. Il se contenta de 3 mots, clair, droit, vrai. Il a veillé. Puis il plaça la médaille autour du cou de Diesel. Et le chien, toujours fidèle, posa doucement sa patte sur la main de son maître. Une image, gravée, transmise dans tous les foyers du pays. Mais même dans cette lumière, Jason savait que Diesel n'avait jamais voulu être un héros. Il voulait juste qu'on l'écoute. Le calme était revenu à Santa Rosa. Pas un calme vide ou silencieux, mais un calme vivant. Un calme dans lequel chaque respiration comptait, chaque geste avait du sens. La maison de Jason était restée la même, modeste, sobre, sans prétention. Mais quelque chose avait changé dans l'atmosphère, un sentiment d'équilibre, comme si toutes les pièces de l'histoire avaient enfin trouvé leur place. Diesel passait désormais ses journées à moitié couché sous le porche, surveillant les allées et venues du vent, les papillons qui dansaient sur le gravier ou les enfants du quartier qui saluaient Émilie en rentrant de l'école. Il ne réagissait plus au moindre bruit suspect. Il n'avait plus besoin d'être sur ses gardes, parce qu'il avait accompli sa mission. Il avait sauvé, protégé, combattu, aimé, et maintenant il pouvait simplement être. Shadow, lui, s'était transformé. Le Rottweiler, qui autrefois semblait être né dans la peur, était devenu doux, attentif, joueur même. Émilie l'appelait le gros nounours noir. Il suivait Diesel partout, imitant ses moindres gestes. Quand Diesel s'asseyait, Shadow s'asseyait. Quand Diesel se couchait, Shadow se couchait. Et parfois, le soir, ils dormaient l'un contre l'autre, comme 2 frères d'armes rendus à la paix. Jason, assis dans son fauteuil préféré, écoutait le monde. Il n'en avait pas besoin pour voir chaque pas d'Émilie, chaque souffle de Diesel, chaque rire lointain dans la rue, lui dessinait une image précise de la vie autour de lui. Il n'était plus le soldat cassé de retour du front.
Il était devenu un ancrage, un pilier, et surtout, un père. Madison, désormais installée non loin de là, passait souvent. Elle n'avait jamais été douée pour les longues déclarations, mais son regard disait ce que les mots ne saisissaient pas. Elle avait trouvé ici un foyer, et Jason, bien qu'aveugle, voyait cela mieux que quiconque. Un soir, alors que le soleil s'effaçait lentement derrière les collines dorées, Jason sentit Diesel approcher. Le vieux chien posa sa tête contre sa jambe. Pas de douleur, pas d'inquiétude, juste un contact. Profond, ancien. Jason comprit. Il posa doucement la main sur la tête de Diesel. « Tu veux qu'on aille marcher ?» Un aboiement, presque rieur, lui répondit. Ils sortirent ensemble, Jason appuyé sur son bâton, Diesel à sa gauche, Shadow à droite. Ils descendirent la colline, prirent le chemin qui longeait la rivière. Emily les suivait à vélo, criant qu'elle les dépasserait avant le grand chêne. Mais Jason ralentit. Il s'arrêta. Diesel aussi. Et là, dans le silence du crépuscule, Jason leva la tête vers le ciel. « Je t'ai suivi jusqu'au bout du monde, mon ami, et tu m'as ramené. Tu m'as appris à vivre sans voir, à aimer sans peur, à me reconstruire dans la vérité. » Il s'agenouilla lentement et serra Diesel contre lui. Le chien posa une dernière fois sa patte sur l'épaule de Jason. Puis, comme si le temps s'était arrêté, il s'allongea et ferma les yeux. Diesel s'éteignit ce soir-là, sans douleur, sans peur, entouré de ceux qu'il avait aimés, dans la lumière douce d'un monde qu'il avait, à sa manière, rendu meilleur. Ses funérailles eurent lieu 3 jours plus tard. Toute la ville était là. Des vétérans, des enfants, des journalistes, des agents fédéraux, des inconnus venus de loin. Une haie d'honneur canine fut formée à l'entrée du cimetière. Tous les chiens du centre du Colorado avaient été amenés. Ils se tenaient en ligne, silencieux, dignes. Un par un, ils laissèrent une fleur sur la pierre tombale. Jason ne parla pas. Il posa simplement la médaille de Diesel sur la terre, au pied de la croix en bois. Puis il se redressa, prit la main d'Emily et quitta le cimetière. Le silence était complet, respecté, sacré. Mais dans ce silence, une promesse. Car l'histoire de Diesel ne s'éteignait pas avec lui. La fondation L'Instinct Loyal se développa. Des centres furent ouverts à travers le pays. Des milliers de chiens traumatisés y retrouvèrent une vie, une famille, une mission. Et chaque centre portait en son sein une image, une sculpture ou un simple collier accroché au mur, celui de Diesel. Shadow, lui, resta aux côtés de Jason. Il devint un guide à son tour. Et Emily, quand elle grandit, écrivit un livre. Un livre qui commençait par ces mots « J'ai grandi dans le silence ». Mais c'est un chien aveugle au monde et pourtant plus clairvoyant que nous tous qui m'a appris à écouter. Et ce livre porta un titre simple, Diesel.